d'optométrie et voilà, et maintenant, on va enregistrer aussi. Bon, j'aimerais commencer par reconnaître que Montréal est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux, d'où je vous accueille aujourd'hui. Tiohtià:ke, aujourd'hui appelé Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour les nombreuses Premières Nations, aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que je reconnais les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à cette première conférence CRIR INLB de la saison 2023-24 organisée par l'INLB. Et aujourd'hui, on accueille Joe Nemmergott. Avant de présenter la conférence, ici quelques consignes. Je vous invite à écrire vos questions au fur et à mesure dans le Q&A de Zoom. Je les poserai aux conférenciers de votre part durant la période des questions prévues après la présentation. Demain, vous allez recevoir un lien vers un questionnaire d'évaluation de la conférence. Merci à l'avance de répondre rapidement et en grand nombre pour aider l'INLB à améliorer ses conférences. Conformément aux autorisations qui ont été données par le conférencier, le PowerPoint de la présentation et l'enregistrement de la conférence seront rendus disponibles. Vous trouvez les liens dans la page web de conférence midi de l'INLB, de même que dans le courriel de rappel pour l'invitation qui vous sera envoyée demain. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Joe Nemmergott qui va prononcer une conférence intitulée « Développement de technologies inclusives, considération pour les personnes ayant une déficience visuelle ». Joe est professeur ici à l'école, professeur adjoint à l'école d'optométrie et il étudie les technologies destinées aux personnes ayant une déficience visuelle comme les cartes tactiles en 3D, les applications mobiles et la robotique. Il travaille avec des partenaires de l'industrie, des spécialistes de la réadaptation et des organismes communautaires. Il a reçu des fonds de l'IRSC, du CRIR, du ministère de la Santé, de la Déclaration de Montréal IA responsable et de MITAX. La parole est maintenant à Joe et voilà, tout le monde, bonne conférence. Joe, over to you. Merci Walter et merci au CRER et à Innover aussi pour l'invitation pour la présentation aujourd'hui. Donc, je vais parler de mes projets en lien avec les technologies inclusives aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je vais parler un peu des technologies d'assistance, juste brièvement, qu'est-ce qui existe qui est conçu pour la population avec une déficience visuelle. Donc, en anglais, on appelle ETA, Electronic Travel Aids, ou les aides de voyage électroniques en français. Et ils fonctionnent souvent par le principe de l'écho. Donc, les systèmes de rayonnement actifs, ça, c'est à mettre les ondes énergétiques et traiter la réfraction. Donc, il y a quelque chose qui va mettre un signal vers un objet et là, le signal revient vers l'appareil. Ça permet la détection et la localisation d'objets. Ça, c'est un retour d'information par les autres sens. Souvent, c'est par le toucher ou l'audition ou des fois, c'est aussi au niveau haptique, donc le vibrotactile. Et il y a des appareils qui sont primaires. Donc, ça, les cannes intelligentes qui existent. Donc, ça, c'est un utilisateur autonome. Donc, la personne utilise uniquement une aide avec une partie électronique pour la navigation et aussi des aides secondaires. Ça, c'est les aides qui sont complémentaires à la canne ou à la chien guide. Et ces aides-là, souvent, c'est quelque chose qu'on porte sur nous ou on tient à la main. Donc, je vous donne quelques exemples. Maintenant, il existe sur le marché quelque chose qui s'appelle le WeWalk Cane, qu'on voit dans l'image à gauche. Donc, ça, c'est une canne électronique qui il y a des applications GPS intégrées qui aussi le sensor
vibrotactile qui donne des informations par rapport à des objets. Donc, ça peut vibrer en réponse des obstacles dans l'environnement. Et aussi, c'est intégré avec une lumière d'autres trucs électroniques qui pourraient, en principe, faciliter le déplacement pour quelqu'un avec une déficience visuelle. Ici, dans l'image à droite, on voit un appareil secondaire, le mini-guide, et cet appareil-là, c'est utilisé complémentaire à la canne ou à Shin-Guide pour détecter les obstacles. Donc, maintenant, on vient à la question, est-ce que les personnes avec une déficience visuelle, est-ce qu'ils adoptent ces aides-là ou est-ce qu'il y a beaucoup d'abandon? Et là, c'est les genres de questions que je vais regarder avec technologie existante et aussi les technologies futures. Qu'est-ce qui fait en sorte que une personne avec une déficience visuelle va adopter une certaine technologie ou elle va sans les besoins des personnes avec une déficience visuelle. Donc, si je regarde pour les projets de recherche actuellement, c'est le focus est vraiment sur le point de vue des personnes avec une déficience visuelle. Donc, selon leurs besoins en navigation, comment les technologies peuvent bien répondre aux besoins des personnes avec une déficience visuelle. Donc, mon premier projet dans ce sens-là est un projet que j'ai fait en collaboration avec Nathalie Martiniello et avec les étudiantes Nathalie Gingras-Royer et Catherine Tadif-Panier sur les applications de navigation. Donc, on voit maintenant que les applications de téléphones intelligents remplacent de plus en plus l'utilisation des aides traditionnelles. Par exemple, les télescopes, des GPS portables pour faciliter les déplacements. Donc, nos questions de recherche, les choses qu'on voulait investiguer, sont quelles sont les applications de navigation qui sont utilisées par les personnes aveugles et malvoyantes. Donc, on avait des personnes avec une basse vision ou les personnes assistées, mais quelles sont les applications actuellement de navigation qui sont utilisées? Et quels sont les facteurs qui influencent ces décisions? Donc, si quelqu'un utilise une application comme Blind Square, qu'est-ce qui va amener la personne à utiliser cette application-là versus une autre application? Et quelles sont leurs perceptions des lacunes pour répondre aux besoins actuellement en navigation? Donc, maintenant, il existe beaucoup d'applications sur le marché, mais qu'est-ce qui est perception de l'utilisateur avec une basse vision ou assistée par rapport à ces lacunes? Donc, pour répondre à ces questions de recherche, on a développé un questionnaire en ligne pour les personnes avec une déficience visuelle à l'échelle internationale. Donc, je ne vais pas vous montrer toutes les données. Donc, je vais pas répondre peut-être à certaines questions là, si vous voulez dans le chat, mais juste je vais parler un peu des grandes lignes pour ce projet-là aujourd'hui. Donc, pour regarder l'utilité des applications, on a divisé les applications dans différentes catégories. Les applications d'assistance humaine, ça, c'est les applications, par exemple, Messenger, FaceTime, Aira, où il y a vraiment un être humain derrière la caméra qui aide la personne. Il y a des applications de vision artificielle ou intelligence artificielle. Donc, ce sont les applications comme Seeing AI, Envision AI, Google Lookout, parmi d'autres, qui vont prendre la caméra de téléphone et là, vont interpréter l'image qui est devant la caméra. Il y a aussi des applications, surtout en lien avec la basse vision, qui vont modifier l'image ou la caméra. Donc, ça, c'est les applications comme Visor, Supervision Plus, qui va prendre l'image de téléphone intelligent et là, pour changer le contraste, l'éclairage, d'autres éléments pour faire le zoom d'une image. Aussi, des applications de GPS, il y en a plusieurs qui utilisent les GPS, par exemple, Transit, Google Maps, Blind Square. Donc, ça, c'est les divisions des différentes catégories d'applications de navigation. Mais on a aussi séparé dans deux grandes catégories les applications qui sont conçues pour les personnes avec une déficience visuelle. Donc, ça veut dire que vraiment les personnes qui développent l'application, c'est
pour assister à la navigation de quelqu'un de déficience visuelle. Par exemple, Lazario et Blind Square sont des exemples qui sont souvent utilisés. Aussi, des applications de grand public. Donc, ça, c'est les applications comme Google Maps, Transit, qui sont conçues pour tout le monde qui va avoir des informations en lien avec la navigation. Aussi, pour regarder navigation, c'est comme un gros terme. Donc, on voulait diviser aussi les différentes tâches de navigation pour bien répondre à nos questions de recherche. Donc, la première tâche qu'on regarde, c'est établir un itinéraire, d'aller d'un point A à point B, la détection d'obstacles, l'identification visuelle, les traversées de rue, l'utilisation de transports communs, ça peut être le rail, l'autobus, le métro, les points d'intérêt, donc différents points d'intérêt pendant le trajet, mais aussi la géolocalisation. Géolocalisation de plus savoir où je suis actuellement. Okay? Il y a pour chaque tâche de navigation, il y a plusieurs applications qui peuvent répondre. Il y a peut-être une application qui peut répondre à plusieurs tâches de navigation également. Donc, si on regarde pour l'identification visuelle, on voit la majorité de nos participants utilisent les applications. Donc, on avait à peu près 110 participants qui ont répondu à notre questionnaire. Et la majorité utilise une application pour l'identification visuelle et utilise les applications d'intelligence artificielle et aussi l'assistance humaine en grande partie et utilise plus les applications spécialisées pour les personnes avec une déficience visuelle que ceux de grand public. Si on regarde pour établir un itinéraire, on voit qu'en très grande partie, ils utilisent les applications GPS et ils utilisent plus les applications de grand public que ceux qui sont spécialisés. Par exemple, Google Maps est ressorti comme l'application la plus utilisée dans notre étude. Si on regarde ça pour les points d'intérêt, on voit que encore là, la majorité des répondants utilisent une application pour les points d'intérêt et surtout ça avec un GPS ou l'intelligence artificielle, mais presque également ceux qui sont spécialisés et de grand public. Géolocalisation, aussi la majorité utilise une application pour la géolocalisation et c'est plus au niveau des GPS et c'est égal spécialisé et de grand public. Le transport commun, encore là, on voit souvent les applications qui utilisent les GPS. Par exemple, de savoir où est l'autobus, donc combien de minutes l'autobus va arriver ou le métro. Et ça, c'est surtout des applications de grand public. Maintenant, si on regarde d'autres tâches de navigation, on voit qu'il y a une minorité de nos répondants qui utilisent les applications. Pour les traversées de rue, c'est uniquement 18 qui utilisent. Et les types d'applications qu'ils utilisent, c'est surtout l'assistance humaine. Donc, par exemple, Aira est ressorti. Donc, ça, c'est aussi une application qui est spécialisée pour les personnes de déficience visuelle et ils utilisent les vidéos. Pour la détection d'obstacles, il n'y avait pas de personnes qui utilisent les applications pour la détection d'obstacles. Et donc, ça, en raison de faibles nombres, on ne peut même pas faire une comparaison pour ceux qui sont spécialisés ou de grand public. Donc, pour cette étude-là, on voit que l'utilisation de l'application grand public spécialisée, c'est en fonction du niveau d'information requise. Donc, si quelqu'un a besoin de beaucoup d'informations précises, il va aller plus avec une application spécialisée. Par exemple, Blind Square, il peut donner des informations sur le nombre de mètres parcourus et aussi l'intersection, les autres adresses autour. Donc, on peut avoir plus d'informations que peut-être avec une application comme Google Maps uniquement. Et l'intelligence artificielle est plus utile dans les situations statiques. Donc, c'est dans les situations où la personne va prendre le téléphone, soit assise ou debout, mais n'est pas en mouvement
et va utiliser la caméra pour saisir les informations. OK? Versus, par exemple, quand quelqu'un est dans un autobus et là, c'est en mouvement dans un trajet. OK? Les vidéos est utile lorsque les informations plus précises ou sensibles au temps sont nécessaires. Par exemple, le traversée de rue, les gens qui utilisent les applications, des applications qui vont intégrer les vidéos, qui sont trouvées plus utiles. Il y a des applications qui existent dans d'autres pays qui peut-être n'existent pas ici, aussi en lien avec les traversées de rue. Donc, ça, il y a des choses qui ressortent aussi des autres pays dans notre étude à ce niveau-là. Aussi, c'est important d'évaluer la sécurité et la facilité d'utilisation de l'application. Donc, de regarder au niveau des déplacements, est-ce que c'est sécuritaire pour la personne d'utiliser l'application en même temps que la personne se déplace? Et aussi, est-ce que l'application est accessible? Donc, est-ce que tous les fonctionnements de l'application sont accessibles à cette personne-là, soit en basse vision ou en CST? Et aussi, on trouve que les applications complètent plutôt que remplacent les aides traditionnelles comme la canne blanche ou chien guide. Donc, les répondants utilisent une application en plus d'utiliser un chien guide ou canne blanche, contrairement à ce qui est souvent indiqué par les développeurs de technologie. Aussi, les besoins ne sont pas nécessairement répondus en matière de navigation intérieure, surtout dans les bâtiments comme à l'épicerie ou dans les aéroports, centres d'achat, et aussi sur les points d'intérêt. Donc, il manquait des précisions qui étaient nécessaires pour les répondants au niveau des points d'intérêt aussi. Donc, ici, je vais juste introduire, je vais parler un peu tout à l'heure, mais maintenant, je fais partie d'une équipe de technologie. Donc, on a des utilisateurs de technologie, des chercheurs, aussi les experts en IA et d'autres membres des autres universités aussi pour vraiment regarder une approche de développer la technologie inclusive. Donc ici, je présente ici le lien si jamais vous intéresse où on a parlé dans notre équipe des futurs des technologies inclusives et des besoins des personnes avec une déficience visuelle. Donc, si on regarde toujours sur le même sens, pour les personnes, les utilisateurs des technologies, une chose que moi, j'ai réalisé plus avec l'expérience clinique, que c'est difficile à répondre aux besoins dans des environnements très variés et fluctuants en réadaptation visuelle. Donc, dans certains environnements, par exemple, certaines traversées, on est en mesure de généraliser les éléments. Il y a d'autres environnements qui sont plus difficiles à généraliser et d'appliquer des stratégies qui sont enseignées en orientation et mobilité. Donc, j'ai ciblé certains scénarios. Donc, les scénarios qu'on voit ici, café, en rendez-vous de clinique, le magasinage dans un grand magasin, le fait d'un ami, aussi d'aller dans un terminus d'autobus pour prendre l'autobus. Et j'ai amené un groupe de discussion de regarder quels sont les obstacles et facilitateurs associés à ces scénarios-là. Qu'est-ce qui est difficile pour accomplir pour la réussite pour chaque scénario et qu'est-ce qui va faciliter la réussite dans ces scénarios-là. Et aussi, comment la technologie pourrait faciliter l'accomplissement des tâches dans ces milieux. Et la technologie, on a plus concentré sur la technologie avec les applications mobiles pour l'instant. Et pour le groupe de discussion, on avait deux groupes de discussion, un en anglais et un en français. Et on a sélectionné pour la diversité. Donc, on voulait avoir des personnes présentes au groupe de discussion qui ont différents niveaux de vision. Donc, les personnes avec une basse vision qui est plutôt fonctionnelle et les personnes qui ont une cécité complète. On avait des anglophones, des francophones
les personnes qui habitaient dans différents milieux de vie, par exemple, les personnes en milieu urbain, semi-urbain et rural, aussi les personnes avec les adultes de différents âges, les jeunes et aussi les personnes plus âgées. Donc, pour les groupes de discussion, chaque participant était invité par le modérateur de faire un voyage cognitif dans chaque scénario. Donc, et ensuite, il y avait des sous-tâches de chaque scénario. Donc, par exemple, dans le scénario de café, les participants étaient invités de, par exemple, entrer dans le café de leur choix, de attendre en ligne, après ça, d'acheter un café et une collation, par la suite, de chercher la commande, avoir des choses supplémentaires qu'ils voulaient ajouter, par exemple les serviettes de sucre, du lait, s'asseoir et aller à la toilette et ensuite sortir du café. Donc, ça donne un exemple des types de scénarios et comment présenter le scénario aux participants. Pour chaque sous-tâche, on a demandé aux participants d'indiquer quels sont les facilitateurs et obstacles pour chaque sous-tâche. Donc, au lieu de juste dire que, OK, on parle de café, on parle de les éléments pour aller dans un café et on a énuméré les obstacles et les facilitateurs. Et par la suite, ça, c'était enregistré. Et les chercheurs, donc ça, c'était avec André Coutalier et Frédéric Wad, les étudiants, ils ont allé regarder les enregistrements et choisi des thèmes qui est ressortis de chaque scénario. Et par la suite, on a envoyé des thèmes qui étaient mentionnés pendant le groupe de discussion aux participants par courriel et les participants doivent classifier les facilitateurs et obstacles en ordre d'importance pour compléter la tâche. Donc, par exemple, qu'est-ce qui était l'aspect le plus facilitant pour prendre un café? Qu'est-ce qui était l'obstacle le plus important pour prendre un café? Donc, pour chaque scénario. OK? Donc, si on regarde les thématiques, nous, on est toujours en train d'analyser. Donc, ici, c'est vraiment les choses primaires que je vous présente présentement. Donc, pour les thématiques d'obstacles qui est ressorti davantage chez le groupe francophone, on voit c'est les signalisations non accessibles. Donc, par exemple, un panneau qui n'est pas accessible à la personne. La circulation intérieure et extérieure difficile, par exemple, de naviguer dans le scénario. Difficulté à trouver un emplacement exact, par exemple, de trouver la caisse, de trouver une allée. Les interactions infructueuses avec les employés et d'autres personnes présentes. Par exemple, s'ils vont parler avec un employé dans l'établissement, ils ne sont pas capables de bien déterminer l'emplacement de quelque chose ou le prix. Donc, ça ne répond pas nécessairement à leurs besoins, à la réponse de la personne. Donc, pour ceux qui sont plus, si on regarde les chiffres ici pour les moyennes, ceux qui sont plus proches de 1, ça veut dire que c'est la plus grande importance. Et ici, à droite, sur la colonne à droite, on voit dans combien de scénarios c'est ressorti cette thématique-là. Donc, on voit que, par exemple, la signalisation non accessible était dans 4 des 5 scénarios. La circulation intérieure extérieure difficile était aussi dans 4 des 5 scénarios qui étaient présentés aux participants. Si on regarde les facilitateurs, là, on voit que celle qui était la plus importante, mais c'était surtout dans le scénario de magasinage, c'est le site Internet ou application mobile qui est accessible. Donc, pour le magasinage, les participants trouvaient ça le plus facile. Aussi, on voit que l'assistance des employés et d'autres personnes présentes était aussi un grand facilitateur. Donc, ça, c'était dans 5 scénarios. Donc, une chose qu'on voit intéressant là, on voit avec l'assistant humain vraiment la présence d'autres personnes,
c'était autant un obstacle et facilitateur selon la communication avec ces personnes-là. Mais et aussi la planification, par exemple, de planifier leurs achats, ça, c'était aussi quelque chose qui était considéré un facilitateur aussi dans la clinique, c'est ressorti. Et la signalisation accessible. Donc, la signalisation aussi, ça peut être soit un facilitateur ou un obstacle selon l'accessibilité. Donc, maintenant, si on regarde les applications mobiles, on voit que ce n'était pas ressorti comme une thématique, comme un grand facilitateur dans ces scénarios-là. Donc, c'est juste ressorti une fois et ce n'était pas mentionné comme quelque chose de grande importance. Maintenant, je vais vous présenter quelques projets à l'horizon qui vont un peu compléter les choses que j'avais vous présenter tout à l'heure avec des deux autres projets. Il y a des partenariats avec l'université et l'industrie et je commence des projets présentement avec ces partenaires-là. Un, on l'appelle le Edge AI. Ça, c'est une plateforme informatique basée sur l'intelligence artificielle pour aider les personnes avec une déficience visuelle à naviguer à l'intérieur des bâtiments. Donc, ça, je travaille activement en partenariat avec Kim Nguyen à ETS, à VMware et Humanitas, et on a appliqué aussi pour une subvention MITAX à Alliance. Et l'idée, c'est de développer une plateforme pour réduire la charge cognitive et améliorer la conscience spatiale de personnes avec une déficience visuelle dans les cliniques et les magasins. Donc, c'est les deux scénarios qu'on va considérer, les deux scénarios qui sont ressortis dans le groupe de discussion comme le plus difficile d'être autonome par les participants aussi. Aussi, on va élaborer les obstacles de navigation dans ces environnements aussi des obstacles à l'utilisation de la technologie. Donc, avec des technologies existantes présentement, on va voir la capacité de technologie dans ces scénarios-là, les cliniques et les magasins. Et on va déterminer l'approche sensorielle préférable pour les informations. Donc, maintenant, avec la technologie, il y a plusieurs voies sensorielles qu'on peut utiliser. On peut utiliser la tactile, auditive, haptique ou visuelle. Donc, c'est sûr, visuel, ça va être plus pour notre clientèle en basse vision. Aussi, de voir comment la plateforme peut répondre aux besoins individuels au niveau d'accessibilité. Une chose qu'on va investiguer, c'est quelles sont les informations pertinentes. Donc, la technologie maintenant peut donner beaucoup d'informations avec intelligence artificielle, mais quelles informations les personnes avec une déficience visuelle ont besoin pour assister dans la navigation et quand doivent être fournies. Donc, à quel moment la personne, par exemple, il a besoin de savoir où est l'entrée de bâtiment, OK? Ou de faire un virage, où est le comptoir de vente. Donc, ça, on va investiguer davantage le timing de ces informations-là. Il y a un autre qui est plus au niveau d'une application avec un projet qu'on s'appelle CyberSight. Ça, c'est l'utilisation d'un téléphone intelligent pour scanner, localiser, interagir et valider un produit. Donc, on va faire des cas d'essai au laboratoire d'innovation Couche-Tard à McGill. Et je suis en partenariat avec Jeremy Cooperstock à McGill et aussi VMware Humanitas. Et on a déjà appliqué pour une subvention avec le ministère de l'Économie, l'Innovation et l'Énergie, avec une subvention Axelis pour le développement d'une application pour effectuer une tâche plus comme en lien avec un achat. Aussi, on va impliquer dans les deux projets, en fait, on va impliquer les utilisateurs avec une déficience visuelle de conception à la réalisation. Donc, tout au long du projet, ça va être pas de façon ponctuelle, mais ça va être intégré dans le projet d'avoir des personnes avec une déficience visuelle tout au long du projet, avec un groupe de discussion, les chercheurs aussi avec une déficience visuelle, des essais laboratoires, des essais en magasin et en clinique. Donc, le magasin, au début, on va plus concentrer sur le centre d'innovation Couche-Tard
mais aussi un intérêt aussi des autres partenaires, les magasins aussi, pour faire des tests. Donc, avec tout ce qu'on avait fait à date pour la technologie inclusive, moi, je propose aux équipes qui sont en développement de technologie inclusive quelques questions pour vraiment mieux répondre aux besoins de personnes avec une déficience visuelle. Premièrement, les personnes à une déficience visuelle peuvent accéder à toutes les fonctions, même si elles n'ont pas d'expérience technologique, ou est-ce que c'est quelque chose qui en conçoit plus pour les personnes avec plus d'expérience, les personnes en société? Donc, on va plus favoriser une population plus globale au lieu d'une population plus petite ciblée pour l'utilisation des technologies inclusives. Aussi, pour en utiliser avec une canne blanche Shinguid, parce qu'on voit que ça complémente au lieu de remplacer les aides actuellement. Donc, ça veut dire, par exemple, est-ce qu'on va éviter de tenir l'application de l'appareil en même temps qu'on va une canne blanche ou un Shinguid? Le dispositif est-il sûr et facile à utiliser dans les divers environnements réels? Pas uniquement dans un laboratoire, mais dans différents environnements. Est-ce qu'on peut l'utiliser avec, avec les automobilités? Et aussi, est-ce que ça va être fonctionnel dans ces environnements? Donc aussi, je propose aussi une équipe pour le développement de cette technologie-là. Donc, l'équipe de technologie, donc par exemple les programmeurs, ça, c'est de faire des essais, l'évaluation de l'accessibilité des applications ou des appareils par les professionnels de la réadaptation visuelle, analyse de l'utilité de l'application par les utilisateurs avec une déficience visuelle et les spécialistes en réadaptation visuelle comme les SRDV, et aussi une évaluation de sécurité par les SOM. Donc, je vais remercier les membres de l'équipe qui ont participé au projet, donc Nathalina Martignello, Nathalie Gingras-Royer, Catherine Taref-Panier, Maxime Blo, Andréane, Frédéric, et aussi de nombreux aussi partenaires à l'université, à l'industrie, et aussi les autres partenaires aussi qui ont subventionné des projets présentement. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Donc, maintenant, je vais être prêt pour vos questions. Merci, Joe. Extraordinaire. Merci beaucoup pour une présentation super intéressante. Je vais nous lancer avec des questions, mais j'aimerais juste retourner dans ton presque dernière diapo, parce que ma première question, c'est avant ça. Ici, question pour débuter. Tu as inclus les utilisateurs dans l'analyse de l'utilité. Vois-tu aussi un rôle pour les utilisateurs dans le contexte des essais et de l'évaluation de l'accessibilité ou ils sont seulement inclus dans cette dernière phase de l'analyse de l'utilisation? Mais une chose que je peux préciser ici, c'est pas, c'est peut-être la façon que j'avais nommé, il semble comme c'est étape 1, 2, 3. Donc, en fait, le timing, c'est toutes ces choses-là, c'est en parallèle. En Ah, fait, l'étude fait partie de l'équipe. C'est pas qu'une va faire avant que l'autre. C'est vraiment fait en parallèle. Donc, si, par exemple, on voit que l'équipe va développer quelque chose, après ça, on analyse, ça peut retarder le projet aussi. L'idée d'avoir tous ces membres-là de l'équipe présents au début du projet. Donc, pas juste de façon ponctuelle après. Donc, par exemple, les personnes, l'équipe de technologie peut être là et développer parce qu'ils ne vont pas être retardés non plus pour le développement, mais en même temps sont intégrés avec les utilisateurs tout au long du projet. bon, on va aller aux questions qui sont arrivées dans le Q&A. On va commencer avec Claudine Auger qui a un commentaire. Excellente présentation. Pour projet 1, quelles sont vos stratégies pour recruter à l'international? Comment tenez-vous compte de la démographie dans ce projet? Les francophones et les aînés répondent-ils bien à ce type de recrutement? Oui, en fait, les francophones, on avait beaucoup de francophones parce que le questionnaire était en anglais et en français. Donc, on avait beaucoup de personnes qui répondu de la France, Belgique. Et aussi, on était même étonnés, là, le Moyen Âge, je dois regarder, là, mais je pense que c'était dans la cinquantaine Mhm. pour le questionnaire. Donc, il y avait beaucoup de personnes. S'il y en a
posé des questions aussi par rapport au travail. Beaucoup de personnes qui étaient retraitées ou les personnes âgées qui ont répondu à la questionnaire. Donc, on était même étonné en pensant que ça va être plus jeune, mais ce Mhm, n'était pas du tout le cas pour cette étude-là. Ouais. mhm. Ici, une question. Avez-vous un avis sur l'utilisation de l'application NaviLens pour les déplacements en transport en commun? Est-ce que tu le connais, Joe? Oui, Naviland, c'est quelque chose, je pense, en Barcelone. Là, il a fait des premiers essais et il utilise des codes QR là, pour aider avec la navigation. Donc, ça, il y avait, je pense, une bonne réponse. Il y a toujours la question, il y a un investissement. Donc, quand on voit établir quelque chose comme ça, il y a un certain investissement. Je sais que, par exemple, le STM, il y avait un certain intérêt aussi dans le Naviland. Mais il n'y a rien de parfait. Mais je pense au niveau de précision, les informations données, je pense que c'était quelque chose qui était apprécié. Donc, oui, je pense que ça, c'est pas mieux qu'apprécié, mais est-ce que c'est utilisé souvent? Je pense que non, parce qu'il y a juste certaines villes qui ont Naviland qui est fonctionnel. Donc, Mhm, c'est pas fonctionnel partout. Si on fait la comparaison avec Google Maps, on peut faire dans n'importe quel pays, mais Naviland, c'est selon le système de transport qui investit dans le projet. mhm, mhm. Question de Daniel. Comment êtes-vous entré en contact avec les personnes ayant une déficience visuelle pour qu'ils remplissent votre questionnaire? Comment les trouver? On a fait beaucoup sur les médias sociaux, donc Facebook, Twitter, avec les associations aussi. Donc, on a envoyé les courriels aux associations directement, envoyé aux membres. Donc, on avait un bel taux de réponse Mhm. à ce niveau-là. Ouais. Aussi de Daniel, si je comprends bien, votre recherche était surtout sur les applications mobiles? Euh, oui, donc présent, mais au début, c'était sur l'application mobile. Donc, celle de deuxième partie, de groupe de discussion, on volait un peu plus large. À ce moment-là, c'était pas uniquement les applications mobiles, mais les obstacles. Parce que je trouve, si on va dire qu'on va répondre à un besoin, mais quels sont les besoins et quels sont les besoins d'un scénario spécifique. Donc, celle-là n'était pas uniquement par rapport aux applications, mais tout à fait. La première étude que j'avais montrée, là, c'était vraiment au niveau des applications, surtout avec le téléphone intelligent. Ouais. Mhm. Merci. On a une question live de Philippe. Philippe, veux-tu démarrer ton micro? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, d'accord. Ben, merci pour la présentation. J'ai beaucoup apprécié l'approche. Puis je me demandais, ben, dans les deux projets, quand on voyait que certaines applications semblaient pas être utilisées, je me demandais, est-ce que c'est parce que le besoin n'était pas là ou parce que les applications étaient pas bien connues ou on les jugeait pas efficaces? Je ne sais pas si vous. Je te dis que, par exemple, dans le projet 1, qu'il y avait beaucoup d'autres questions. Alors, je me demandais si vous aviez pu creuser un peu. Est-ce que c'est un manque de besoin ou de connaissances Ouais. ou l'application répond pas aux besoins ou autre chose? Est-ce que vous savez? Mais ça, c'est une très bonne question. Oui, je n'ai pas présenté aujourd'hui pour le temps, mais en fait, qu'est-ce qu'on avait fait? Si la personne a indiqué, comme beaucoup ont indiqué, que non, il n'utilise pas d'application comme la détection d'obstacles Mhm. et le traversée de rue, là, il y avait d'autres questions. Pourquoi on n'utilise pas une application pour ces tâches de navigation-là? Donc, si on regarde, par exemple, pour ceux qui sont la détection d'obstacles, souvent, c'était répondu par une aide à mobilité. Donc, ça veut dire que c'est déjà le besoin répondu par la canne blanche du chien guide. Si on regarde pour, par exemple, les personnes qui n'ont pas utilisé l'application pour les points d'intérêt, souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé une application qui est bien répondu à leurs besoins. Donc, c'est Mhm. vraiment dépendre les tâches de navigation, de raisons qu'ils n'utilisent pas. Il y avait des gens, par exemple, qui ont essayé des applications, ils ont indiqué, mais finalement, dans le contexte, ce n'était pas fonctionnel. Je donne un exemple, dans un certain contexte, la personne habite dans un milieu rural et dit, pour moi, le GPS, ça ne fonctionne pas bien. Donc, je n'ai pas trouvé une application qui va répondre à mes besoins. Donc, oui, on a fait le suivi, on a fait de l'analyse. Je n'ai pas le temps de vous présenter ici, là, mais oui, on a creusé un peu plus là, pour voir pourquoi les gens choisissent ou ne choisissent pas d'application. Merci, Philippe.
On va aller ici. Question, avez-vous des données concernant l'utilisation des cannes intelligents? Non, j'ai pas de données. C'est sûr que dans mon expérience, mais ici, c'est sûr que c'est limitant au Québec. Je trouve qu'il y a très peu. Mais le contexte du Québec est peut-être différent d'autres contextes. Donc, c'est sûr que, par exemple, c'est pas une aide qui est payée par le gouvernement. Mhm. Mais aussi, si on regarde dans les forums où les gens y parlent, mais je pense, selon moi, je pense qu'il y a une erreur qui est faite dans la conception de ces cannes-là. Donc, l'erreur, c'est les gens, ils vont utiliser la tactile pour la détection d'obstacles. Et quand on va changer la tactile pour vibrotactile, une autre sensation, ça va un peu sur le contraire qu'est-ce qu'on enseigne en O&M et souvent, c'est pas apprécié par la clientèle. Donc, en fait, c'est de changer l'essence et le changement d'essence n'est pas nécessairement apprécié. Par exemple, les gens avec un tactile, c'est quelque chose d'immédiat comme réaction. Et vibrotactile, ça demande une interprétation cognitive qui n'est pas toujours évidente pour la population. Mhm. Une question d'un commentaire de Anne. Bravo, Joe, très intéressant. Petite observation. Je ne suis pas surpris que l'aide humaine est celle la plus demandée et ce même autre des plus habiles avec les technologies. L'aspect de la relation humaine est très important. Je ne sais pas si tu veux faire un Je, commentaire. je vais faire un petit commentaire. C'est pas quelque chose que j'ai présenté aujourd'hui, là, mais j'ai aussi une collègue à McGill, à Jungmann, que j'ai mentionné, qu'elle est en robotique. Donc, ça, c'est quelque chose à investiguer. C'est quoi l'aspect humain? Est-ce qu'il y a un aspect qui peut être remplacé par technologie ou non? Mhm, Et par exemple, si une chose que je trouvais intéressante, les humains étaient autant d'obstacles que facilitateurs. Donc, mhm, il semble que c'est beaucoup en lien avec la communication. Donc, les informations, on va communiquer. Est-ce que c'est possible de communiquer des informations que les personnes ont besoin dans certains scénarios par un robot? Est-ce que ça va l'apprécier? Et c'est ressorti aussi dans le groupe de discussion aussi. Donc, dire, ah, si on avait un robot, là, si c'est comme un chien guide, mais mon petit robot qui peut m'aider, j'aimerais ça. Donc, si je trouve ça intéressant, c'est pas l'assistance humaine. Je sais, un robot, ça ne va jamais remplacer un humain, mais c'est quelque chose que j'ai investigué aussi. C'est juste, on est au début là, de collaboration, commencé cet été, mais on pose des questions là-dessus par rapport à l'utilité des robots, surtout dans le magasinage. C'est mhm. quelque chose que je suis en train d'investiguer présentement. Question de Zakia. Merci pour cette belle présentation. Avez-vous trouvé des différences dans les résultats en termes d'efficacité et satisfaction pour les applications d'orientation dans l'environnement intérieur versus extérieur? Pour ça qui n'était pas niveau navigation, donc l'extérieur, il y avait beaucoup d'applications qui étaient bien répondues aux besoins. OK? Il y a certaines lacunes, là, mais c'était minimal si on fait des comparaisons avec la navigation intérieure. Beaucoup qui ont dit il n'y a rien qui mêle pour la navigation intérieure. La Mhm, navigation intérieure, c'est très vaste aussi. On peut parler de vraiment un environnement comme un aéroport qui est très, très grand, ou centre de choc qui est très grand ou d'intérieur d'une école, un bâtiment, une maison, une résidence. Donc, mais l'intérieur, c'est quelque chose qui n'est pas bien répandu. Dans la littérature aussi des ingénieurs, c'est nommé comme quelque chose qui n'est pas nécessairement bien répandu par les utilisateurs présentement. Mais c'est très complexe, navigation intérieure. Donc, il y a des gens qui travaillent là-dessus, mais ce n'est pas évident de trouver les solutions pour ces complexes scénarios-là. mhm. De retour à une question de Claudine, dans le plan de développement du CRIA, les axes ont prévu créer un groupe d'intérêt sur les technologies. Et de ton point de vue de chercheur, à quels besoins ce groupe répondait-il? En lien avec les technologies inclusives, comment ce groupe d'intérêt de travail, d'intérêt devrait-il approcher la question? Donc, est-ce que tu peux répéter la question? So, je pense aussi que tu as accès OK. au Q&A, la version écrite, peut-être c'est plus, c'est OK. plus Donc, évident. ça, c'est par rapport le groupe de discussion que j'avais pour le Non, c'est parce que deuxième. c'est le développement d'un groupe d'intérêt du CRIA. Oui, so dans le CRIA, Ah, OK.
on pense de développer quelque chose de similaire d'un groupe d'intérêt sur la technologie. Euh, Penses-tu que tu peux jouer un rôle dans ce comité? Quelles sont les priorités, par exemple? Oui, 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 tout à fait. Et une chose que moi, je pense que c'est très important aussi pour l'équipe technologique et qu'on va donner les données qui vont être utiles pour cette équipe-là. Donc, ça, c'est quelque chose, je travaille là-dessus en communication avec les technologies. Nous, on a nos besoins en réadaptation, mais peut-être il y a d'autres choses qui sont importantes au niveau technologique. Donc, oui, d'avoir cette communication-là avec l'équipe technologique, je trouve que c'est nécessaire pour vraiment cibler les bonnes questions à poser aux personnes. Donc, parce qu'une chose que moi, je suis rendu compte, même si je connais la technologie un peu, nous, on est beaucoup dans la technologie actuelle. Mhm. Mais les gens qui travaillent dans le milieu de technologie ne sont pas dans la technologie actuelle, sont déjà plus dans 5G, sont dans 6G, OK? Ou les autres, c'est dans les prochaines générations de IA. Donc, je trouve que c'est important de poser des questions qui vont vraiment répondre au développement des technologies actuelles. Donc, oui, j'aimerais jouer un rôle dans ces groupes-là. Je ne savais pas qu'il y avait ce développement de créer, Mhm. mais tout à fait. Et je voyais un grand intérêt par rapport à les participants aussi de participer dans d'autres projets de recherche en lien avec technologie. Mhm. So, lentement, on approche le limite de notre temps. J'ai vu, on a deux liens dans le chat pour les gens d'accéder le questionnaire d'évaluation immédiatement. C'est une des liens dans le chat. On a aussi un deuxième lien où on trouve toutes les informations concernant les conférences midi de l'INLB qui sont présentes sur le extranet de l'INLB. Mini question à Chloé et l'équipe, si on a d'autres annonces à faire avant la fin de notre présentation d'aujourd'hui. Chloé? Bonne question. Je crois que ça va. Équipe, est-ce qu'on avait des choses qu'on a oublié de dire? Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Je pense que les prochaines conférences, en fait, on peut vous annoncer que le symposium, si vous n'êtes pas déjà au courant, a lieu le 6 février prochain. Est-ce qu'on dit le scoop de qui sera notre keynote, Walter? Oui, pourquoi pas? Alors, Go ahead. En lien avec ce que Joe vient de présenter aujourd'hui, en fait, c'est directement relié. Valérie Renaudin de l'Université Eiffel en France et qui travaille sur l'intelligence artificielle dans les déplacements. Donc, elle est vraiment du côté de l'intelligence artificielle directement dans son laboratoire. Donc, on a vraiment très, très hâte de la voir et de la rencontrer. Et pour les gens de l'INLB, là, elle va faire une classe de maître le lendemain, le mercredi 7. Et le lundi, on va lui organiser des visites avec des sommes parce qu'elle est curieuse de voir comment au Québec les sommes travaillent. Donc, très, très hâte de vous voir et on voit que les gens sont contents. Et te remercie, Joe, pour la présentation d'aujourd'hui, mais aussi pour le symposium du 6 février. Donc, il est presque temps de s'inscrire. On va lancer les inscriptions très bientôt. Mais si vous avez des présentations à proposer, d'ailleurs, Joe, on espère que tu en auras une pour nous pour le symposium. Oui, ça va. Et Frédéric aussi qui est là, Claudine, Philippe, vous êtes tous invités, bien évidemment, à présenter. Donc, voilà pour moi, pour les annonces. Merci, Chloé. Merci, un grand merci, Joe, pour prendre le temps aujourd'hui de nous présenter des trucs le plus récents. Et j'ai hâte de te voir ici à l'école et bien sûr au symposium en février. Merci à tout le monde pour prendre le temps aujourd'hui pendant leur repas midi et à bientôt. À la prochaine. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bye. Bonjour Sarah, on va garder quelques petites personnes pour débriefer, mais le public, on vous remercie. Est-ce que Joe a quitté ou... Oui. Oui. Ah, bon, c'est pas si grave. Isabelle, je te mets panéliste. Ça ne pas, je pense. Non, ça ne pas. L'enregistrement est-il terminé? Oui. Est-ce que je suis là? Ma caméra est-elle allumée? Oui. Oui, on te voit. Moi, je me vois pas. On me voit pas. On a On a deux. une réunion d'équipe, nous autres, à 13 heures. Oui, on va. C'est bon. On est presque toutes là, de toute façon. Walter,
Oui, on a Julie et Véronique qui restent en ligne. Ouais, ben, j'essaie de les retirer, mais j'imagine qu'elles doivent juste être un petit peu parties de près de leur bureau. Fait que si jamais Julie et Véronique, vous êtes là, ben bonjour. Et puis, simplement vous débrancher, on fait l'intendance. Je le fais. Ça a l'air de marcher. Comme host, tu peux les arrêter, je pense. Ouais, mais ça marche pas. Non? Moi, je voyais des ponts avec VTED tout le long, là, quand tu Ouais. disais évaluer les technologies, faire évaluer par l'accessibilité par des SRDV et tout ça. Alors, je ne sais pas si seulement il connaît notre existence, mais s'il la connaît pas, je pense que ça vaudrait la peine de se manifester parce que Ouais. c'est en plein dans notre business. C'est un bon point, Sylvie. Puis Gilles aussi va peut-être te faire un coucou là, parce que la question de Naviland, était pas anodine. Je pense que c'est Exo qui regarde pour l'installer au Québec pour faire un projet. Fait que Gilles me disait que vous l'aviez regardé dans VTED, mais que là, c'était plus pour le magasinage et pas dans le contexte des transports en commun, c'est ça? C'était pas le magasinage, mais c'était pour la reconnaissance d'objets à l'interne Ok. au quotidien Ok, dans c'est ça. l'activité domestique. Mais effectivement, je pense que c'est la commission de transport, Société de transport de Laval Ouais. qui veut évaluer ça. Puis la question, c'est pas la qualité de l'application, c'est effectivement, c'est ce qu'il disait, c'est il faut qu'une entreprise, qu'une organisation investisse Mais pour donner le lieu ils de veulent balayer. potentiellement investir et faire un projet pilote, mais c'est comme 10 millions. Ils l'ont regardé pour le REM, mais c'est genre 10 millions. Là. Fait que c'est astronomique le coût. Ouais. Mais qu'est-ce qui est moins cher, OK. de développer quelque chose de nouveau ou prendre quelque chose qui existe, qui est déjà Mm. super bien, tu sais? Mm. Je Parce vous que abandonne. J'ai besoin d'aller à ma prochaine réunion. Oui, c'est Ah, bon. à Puis nous bientôt. aussi. Bye. OK, On on va réfléchit switcher à pour aller ça. à l'autre rencontre pour aller rejoindre Francine. C'est bon? OK. Moi, je vais faire une petite pause hygiénique, mais c'est à 2 pas, fait que faut être Oui, là moi dans des aussi. secondes. OK. Oui, merci.